Et alors que le monde oscille entre tensions géopolitiques, mutations technologiques et signaux économiques contrastés, cette matinée illustre combien l'interconnexion des marchés, de la diplomatie et de l'innovation pèse sur nos sociétés. Des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis à Oman aux secousses provoquées par l'intelligence artificielle sur Wall Street en passant par les enjeux stratégiques du canal de Panama ou les décisions monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre, chaque événement révèle des équilibres fragiles et des risques systémiques. Sur le front économique, Amazon et le marché de l'emploi américain témoignent des défis liés à l'intelligence artificielle et à la restructuration des entreprises. Ensemble, ces sujets dessinent une cartographie complexe où politique, technologie et finances se croisent et où chaque décision d'un tribunal panaméen à une réunion de banque centrale peut résonner à l'échelle mondiale. À première vue, les négociations prévues ce vendredi à Oman entre l'Iran et les États-Unis pourraient passer pour une tentative de désescalade diplomatique. Mais en réalité, depuis la sortie unilatérale de Washington des accords de 2018, le dossier nucléaire iranien s'est imposé comme l'un des principaux baromètres des tensions au Moyen-Orient. Ces pourparlers ne marquent pas un retour apaisé à la diplomatie, mais s'inscrivent dans une logique de gestion de crise sous contrainte, dans une région où la négociation n'avance plus sans l'ombre permanente de la guerre. Le simple désaccord sur l'ordre du jour résume déjà l'impasse stratégique qui les oppose. Washington plaide pour une approche globale, nucléaire, missiles balistiques, soutien aux groupes armés régionaux et même situation intérieure iranienne, une vision maximaliste qui traite l'Iran comme un problème de sécurité systémique. À l'inverse, Téhéran entend cantonner la discussion au seul nucléaire, présenté comme un dossier technique relevant d'un compromis transactionnel, levée partielle des sanctions contre l'imitation vérifiable de l'enrichissement. Tout élargissement est donc perçu de son point de vue comme une atteinte directe à ses fondements sécuritaires. Ce clivage reflète deux lectures antagonistes du rapport de force actuel. Pour les États-Unis, le moment semble favorable. L'Iran est fragilisé par les sanctions économiques, les tensions sociales internes et l'érosion de son axe de la résistance sous les coups répétés des frappes israéliennes. L'objectif américain est donc clair, exploiter cette vulnérabilité pour arracher des concessions structurelles transformant une crise conjoncturelle en révision stratégique durable. Mais pour Téhéran, accepter cette lecture reviendrait à entériner une capitulation, l'enrichissement porté à 60% et l'accumulation d'uranium hautement enrichi constituent désormais un levier de dissuasion autant qu'un outil de négociation au cœur de sa doctrine de survie. Et c'est donc dans ce contexte que la diplomatie s'exerce sous parapluie militaire. Le déploiement naval massif américain dans le Golfe, conjugué aux avertissements explicites de Donald Trump évoquant des frappes en cas d'échec, ne relève pas d'une posture périphérique. Il fait partie intégrante de la négociation, adossant chaque concession potentielle à une option coercitive crédible. Téhéran répond par une stratégie de seuil habile, alternant signaux de fermeté militaire et ses missiles rhétoriques de doigts sur la gâchette et ouverture tactique limitée sur les niveaux d'enrichissement afin de préserver sa marge de manœuvre sans franchir le point de non-retour. Mais au-delà de ce face-à-face bilatéral, Oman devient ainsi le théâtre d'un enjeu bien plus large, la capacité de la diplomatie à contenir une rivalité devenue structurelle dans un ordre international fragmenté où les alliances régionales, Israël et monarchie du Golfe d'un côté, Russie et Chine en observateurs intéressés de l'autre, pèsent de tout leur poids. Plus qu'un éventuel accord technique, ces discussions testeront une réalité essentielle, la possibilité de stabiliser un rapport de force explosif sans basculer dans la guerre ouverte à une époque où la ligne entre négociation et confrontation n'a jamais été aussi poreuse. D'un premier coup d'œil, il pourrait s'agir d'un contentieux juridique local, mais en réalité, la remise en cause de la licence du conglomérat hongkongais CK Hutchinson pour l'exploitation des terminaux de Balboa et Cristobal, de
maillon essentiel du canal de Panama, ouvre une nouvelle séquence dans la rivalité sino-américaine pour le contrôle des routes maritimes. En invalidant cette concession, la Cour suprême panaméenne a touché un point vital du commerce mondial, puisque près de 40% du trafic de conteneurs américains transite par ce couloir stratégique reliant l'Atlantique au Pacifique. Mais pour Washington, cette décision s'inscrit dans une stratégie globale de sécurisation des infrastructures critiques. Après les semi-conducteurs, l'énergie et les chaînes d'approvisionnement industrielles, les routes maritimes deviennent le nouveau front de la confrontation stratégique. Le canal de Panama, artère historique du commerce américain, acquiert ainsi une dimension quasi sécuritaire bien au-delà des seuls enjeux économiques. À Pékin, le jugement résonne comme un signal d'alarme. La Chine y voit non seulement une atteinte directe à ses intérêts, mais surtout un précédent géopolitique majeur, la montée d'une judiciarisation de la rivalité internationale où le droit devient un instrument de containment. Et dans un monde plus fragmenté, cette décision pourrait faire école, incitant d'autres États en Amérique latine ou en Afrique à redéfinir leur exposition au capital chinois. La riposte chinoise, toutefois, demeure mesurée. Une escalade frontale ne ferait que confirmer les accusations occidentales sur la politisation de ces investissements. Pékin privilégie donc une approche plus subtile, multiplication des contentieux internationaux, pressions économiques ciblées et redéploiement discret de ces projets dans des zones jugées plus sûres. En définitive, l'affaire panaméenne illustre une mutation profonde de l'ordre mondial. Les infrastructures ne sont plus de simples leviers de croissance, mais des instruments de souveraineté et de pouvoir. À mesure que la mondialisation se fragmente, ports, détroits et canaux redeviennent les nouvelles lignes de front de la géopolitique. Le canal de Panama n'est plus seulement un passage, c'est de nouveau un symbole de puissance. En première lecture, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont offert hier, jeudi, une chorégraphie parfaitement réglée. Statu quo monétaire, discours bien huilé, marché calmé. Les taux restent inchangés, 3,75% à Londres pour le taux directeur et 2% à Francfort pour le taux de dépôt. Et personne n'a réellement sursauté. Tout était prévu, tout était attendu. Et pourtant, derrière cette immobilité très polissée, une divergence plus profonde s'installe sur la nature du vrai danger économique à venir. Faut-il encore redouter l'inflation ou commencer à craindre sérieusement le ralentissement économique ? Car les chiffres, eux, racontent déjà deux histoires différentes. En zone euro, l'inflation est tombée à 1,7% en janvier, après 2% en décembre, soit son niveau le plus bas depuis plus d'un an. Une désinflation largement facilitée par un euro musclé en hausse de plus de 13% face au dollar sur 12 mois. Malgré cela, la BCE continue d'afficher une confiance tranquille, inflation proche de la cible à moyen terme, autour de 1,9% en 2026 et 1,8% en 2027, avec une inflation sous-jacente encore légèrement au-dessus de 2%. Circuler donc, il n'y a rien à voir. Au Royaume-Uni, eh bien, le décor est moins feutré. L'inflation reste plus élevée, autour de 3,2%, mais la Banque d'Angleterre anticipe un retour rapide vers 2% dès le printemps 2026, puis une longue stabilisation. En revanche, la croissance donne des signes de fatigue. Prévision abaissée à 0,9%, chômage attendu à 5,3%, capacité excédentaire en hausse. Même l'Office for Budget Responsibility reconnaît que l'inflation moyenne resterait à 2,5% en 2026 avec un retour durable à la cible seulement en 2027. Autrement dit, eh bien, l'équilibre est plus fragile qu'il n'y paraît. Et c'est ce qui explique le changement de ton à Londres. Andrew Bailey ouvre désormais franchement la porte à de nouvelles baisses de taux dès 2026. Les marchés parient sur 2 à 3 assouplissements de 25 points de base, possiblement dès le printemps. Le message est donc clair, le cycle ralentit et mieux vaut accompagner la décélération que la subir. Au sein du comité de politique monétaire britannique, le débat est vif entre les gardiens du temple, encore obsédés par les salaires, et ceux qui redoutent une sous-inflation importée entre dollars affaiblis et produits chinois à bas prix. À Francfort, en revanche,
La BCE reste fidèle à son mantra, elle est en bonne position. Christine Lagarde, en vieux moine tibétain de la politique monétaire, insiste sur le caractère ponctuel de la faiblesse de l'inflation, principalement liée à l'énergie, et assure que l'euro fort est déjà intégré. Résultat, eh bien, les marchés n'accordent plus qu'environ 20% de probabilité à une baisse de taux en 2026. Le risque dès lors est très simple. À force d'attendre, la politique monétaire pourrait devenir restrictive et ce sans jamais l'avoir voulu. Au fond, la différence est presque culturelle. Londres commence à préparer l'après-inflation. Francfort, elle, continue de vérifier sous le lit au cas où l'inflation reviendrait. Et comme souvent en matière monétaire, l'histoire ne sanctionne pas ceux qui bougent trop tôt, mais ceux qui restent immobiles un peu trop longtemps. Janvier 2026 a marqué un mois noir pour le marché de l'emploi américain. Selon le dernier rapport de Challenger, Gray Christmas, les entreprises ont annoncé pas moins de 108 435 suppressions d'emplois, soit 3 fois plus qu'en décembre et plus du double par rapport à janvier 2025. C'est le plus mauvais mois de janvier depuis la grande récession de 2009. Une grande partie de cette hausse provient de deux géants, Amazon et UPS, responsables à eux seuls d'environ 40% des licenciements américains. Amazon prévoit de supprimer 16 000 postes, UPS jusqu'à 30 000, conséquence directe de la fin progressive de son contrat de livraison avec le géant du e-commerce. Et derrière ces chiffres, on retrouve 5 secteurs touchés: les transports, la technologie, la santé, la chimie et la finance. Selon Andy Challenger, directeur des revenus du cabinet, la plupart de ces plans étaient prévus pour fin 2025, ce qui reflète un manque d'optimisme des employeurs pour 2026. Les raisons invoquées vont de la perte de contrats, en grande partie imputable à UPS, à la conjoncture économique et aux restructurations, sans oublier évidemment l'intégration progressive de l'intelligence artificielle citée pour 7624 réductions. Et même si l'IA fait beaucoup parler d'elle, Challenger rappelle qu'il est difficile encore de mesurer son impact réel sur l'emploi. Et pendant ce temps, le marché du travail américain reste atone. Selon ADP, le secteur privé n'a créé que 22 000 emplois en janvier, le plus faible chiffre depuis 3 mois, et le pire janvier depuis la crise post-Covid de 2021. La santé reste le seul secteur qui tire un peu son épingle du jeu. Et du côté des embauches, Challenger note un chiffre historiquement bas, seulement 5 306 intentions d'embauche annoncées, soit encore une fois le pire mois de janvier jamais enregistré depuis 2009. La situation se reflète aussi dans les allocations chômage. Selon le ministère du Travail américain, 231 000 unités, 231 000 premières demandes ont été déposées au cours de la semaine terminée le 31 janvier, soit une hausse de 22 000 par rapport à la semaine précédente, un semestre sur 8 semaines et un rappel que la tendance reste fragile malgré les chiffres plus bas observés récemment. Les économistes mettent donc en garde. Ce n'est pas parce que les demandes d'allocation chômage ont été modérées en janvier que le marché de l'emploi va rebondir. Samuel Tombs, économiste chez Panthéon de Macroeconomics, souligne que les licenciements ont été artificiellement limités par la baisse habituelle des embauches pendant les fêtes. Bref, au final, ce début d'année montre un marché de l'emploi américain en ralentissement net avec des entreprises qui anticipent des temps difficiles, tandis que les travailleurs commencent à sentir la pression entre l'impact de l'IA, les restructurations massives et le ralentissement général. 2026 démarre donc sur un mois de janvier qui donne déjà le ton, vigilance maximale pour l'emploi et pour l'économie. Une simple IA vient de secouer Wall Street comme un tremblement de terre. Anthropics a lancé Claude Coworks, un assistant capable de lire vos fichiers, nos fichiers, organiser vos workflows, nos workflows et rédiger nos documents, vos documents. Bref, sur le papier, un outil banal, mais sur les marchés, c'est une secousse tellurique qui révèle une fragilité profonde. Et pourquoi cette panique ? S'il y a automatise, analyse, reporting et code plus vite et moins cher, pourquoi continuer à payer Salesforce ou Thomson Reuters ? Thomas Sheep de LPL Financial a tranché. Pourquoi
un logiciel externe quand l'IA code en interne. Bref, la sanction boursière est immédiate. Mardi dernier, l'ETF logiciel a chuté de près de 5,6%, soit sa pire séance depuis un an. Le titre de Thomson Reuters a perdu 16%, LegalZoom a reculé de 20%, Relix de 14% et même Bluehole, simple investisseur, a cédé 10%. Le rebond suivant, il a été éphémère. Le doute s'installe donc durablement. Mais le vrai péril surgit ailleurs, la contagion au crédit. Le SaaS, le Software as Services, pèse 13% des prêts à effet de levier aux États-Unis et jusqu'à un tiers du crédit privé. Cloudera et Cluck ont déjà perdu 10 cents par dollar depuis janvier. Ces prêts à refinancer dans 3-5 ans reposent sur un principe fragile, la confiance. Michael Anderson de Citi assène le verdict. Qui sera encore confiant en 2028? Les plus vulnérables, eh bien, les logiciels horizontaux, données publiques, endettement massif. KBRA anticipe 2,5% de défauts en 2026 et les spécialistes le confirment. Perturbation douloureuse, 50% des emplois d'école blanche junior sont menacés. Pendant 30 ans, le Software as Services avait sanctuarisé le logiciel comme une rente quasi obligataire. Claude Cowork fissure ce dogme fondateur. L'IA ne supprime pas encore des lignes de code, mais teste la résilience systémique d'un écosystème entier. Quand le crédit éternue, eh bien, c'est tout Wall Street qui peut attraper froid. Amazon a annoncé hier une augmentation, tenez-vous bien, de plus de 50% de ses dépenses d'investissement pour 2026, soit près de 200 milliards de dollars, principalement destinés au renforcement de son infrastructure d'intelligence artificielle. Cette annonce a fait chuter son action de 11,5% en après-bourse, révélant la tension entre ambition technologique et attentes financières des investisseurs. Son PDG, Andrew Jassy, a défendu cette stratégie lors d'une conférence téléphonique, rappelant qu'AWS, avec un chiffre d'affaires de 35,6 milliards de dollars au T4, reste le moteur opérationnel de l'entreprise, générant plus de 60% du résultat d'exploitation. Il a par ailleurs souligné que le lancement de plus de 1000 applications cloud et de services IA, dont des chatbots et des alertes sportives, montre l'ampleur de l'intégration de l'IA dans toutes les activités de son groupe. Pourtant, eh bien, les marchés restent sceptiques. Les prévisions de dépenses d'investissement dépassent le flux de trésorerie opérationnelle et accentuent les inquiétudes sur la rentabilité à court terme. Et comme le soulignent les experts, eh bien, le marché n'apprécie pas ces sommes colossales sans garantie de rendement immédiat. Cette frénésie s'inscrit donc dans un contexte concurrent intense. Google Cloud, Microsoft et Meta, tous investissent massivement dans l'IA, totalisant, tenez-vous bien, plus de 630 milliards de dollars de dépenses prévues rien que pour 2026. Mais au-delà de cette pédagogie financière, l'analyse montre un dilemme stratégique. Amazon doit équilibrer innovation et discipline de capital. L'IA permet de rationaliser la logistique, automatiser les publicités Prime Video et optimiser le e-commerce, mais elle pèse lourd sur le court terme. Les licenciements et la fermeture de magasins physiques illustrent cette rationalisation, tandis que l'expansion de Whole Foods et de la livraison rapide vise à sécuriser la croissance future. En somme, Amazon illustre le paradoxe actuel de la tech. Investir massivement dans l'IA pour conserver son leadership au risque de pénaliser les cours et d'ébranler la confiance des marchés. L'enjeu est clair, réussir la transition vers une IA productive sans compromettre la soutenabilité financière, un défi que Wall Street scrute avec une très très grande attention. Attardons-nous un instant sur ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui. Côté macro, peu de choses à se mettre sous la dent, tout au plus l'évolution de la balance commerciale en Allemagne. Sinon, eh bien, c'est du côté des entreprises qu'on va se tourner. Société Générale a publié ses comptes ce matin. Ils sont bons pour l'exercice 2025. Le groupe en a profité pour relever ses objectifs de rentabilité pour l'exercice 2026. Inévitablement, vous vous en doutez, les financiers apprécient moyennement, moins 2,67% pour Société Générale. Les investisseurs prennent leurs bénéfices. Sinon, côté États-Unis, côté américain, eh bien, on sera attentif aux publications de Philip Morris International et de CBO Global Markets. Voilà donc pour les principaux pourvoyeurs de volatilité aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé en baisse, les investisseurs adoptant une posture prudente.
vente freinée par les doutes sur les rendements des investissements massifs en IA des géants de la tech américaine, une aversion au risque qui se propage, qui s'est propagée à d'autres secteurs. Les matières premières ont perdu 3,4%, le secteur de l'énergie a perdu 2,5%, les banques ont reculé de 3,3% et l'automobile a cédé 2,7%. Même le Bitcoin plonge ce matin, il a perdu hier plus de 6% et ce matin il perd, alors laissez-moi vous dire ça rapidement, je crois qu'il perd, ah ben non, ce matin il reprend un peu des couleurs, plus 3,39%, mais il navigue nettement sous la barre des 70 000 dollars, même des 65 000 dollars. Donc signe eh bien, que les investisseurs recherchent de la sécurité. Sur les indices, la tendance s'est clairement reflétée hier. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,29% à 8238 points. Francfort a perdu 0,63% et Londres 0,9%. L'Eurostock 50 a chuté de 0,83% et le Stock 600 de 1,07%, traduisant un sentiment, vous l'avez bien compris, un sentiment général de prudence face aux incertitudes technologiques et macroéconomiques. À Wall Street, la séance d'hier a été une journée noire. Le recul du secteur technologique a entraîné l'ensemble des indices. Le Dow Jones a perdu 1,2%, le Nasdaq 1,59% et le S&P 500 1,23%. Notez par ailleurs que l'indice de volatilité, le fameux VIX, l'indice de la peur, a grimpé à des niveaux inédits, jamais vus depuis fin novembre, signe bien que la nervosité s'est accaparée des marchés financiers. Wall Street illustre donc bien une mécanique classique. La combinaison de valorisations élevées, des dépenses massives en techno et de signaux macroéconomiques fragiles, eh bien tout cela, c'est un cocktail qui peut déclencher des mouvements brusques, testant la résilience des investisseurs et la réaction du marché face à l'incertitude. Enfin, les cours du pétrole ont chuté hier à la veille, donc aujourd'hui, à la veille de pourparlers très attendus entre les États-Unis et l'Iran, même si on l'a vu dans nos actus, rien n'est gagné puisqu'ils ne sont même pas d'accord sur l'ordre du jour. Bref, le marché pèse sur le risque. Le marché pèse le risque sur l'approvisionnement du Golfe Persique, tendu depuis les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens et la répression sanglante du mouvement de contestation en janvier. Je vous rappelle qu'on estime désormais le nombre de morts à plus de 30 000, le nombre de manifestants morts à plus de 30 000. C'est gigantesque. Les discussions de ce vendredi à Oman sont donc cruciales. Tout blocage du détroit d'Ormuz, passage de 20% du pétrole mondial, pourrait, vous vous en doutez, provoquer de fortes fluctuations. Et selon Eurasia Group, la hausse récente des prix traduit surtout la prime de risque géopolitique et non une rupture physique des flux. Une désescalade diplomatique ferait donc rapidement baisser les cours. En résumé, le marché navigue entre tensions réelles et anticipation, chaque mot des diplomates pesant sur le baril. Et dans ce contexte, eh bien, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a perdu 2,75% à 67,55 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison mars, il a cédé 2,84% à 63,29 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 février 2026 et juste après nous retrouverons Antoine Quesada qui va nous expliquer dans quelle mesure l'indice phare parisien est de nature à éventuellement vous faire l'évolution récente de l'indice phare parisien serait de nature à vous faire revoir vos stratégies d'investissement ou de trading. Juste un petit indice, ce matin le CAC 40 perd 0,12%, la tête totalement mise sous l'eau par Stellantis dont le titre perd 14,19%. On voit ça dans un instant. À tout de suite sur Téléfinance.